Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue à cette émission spéciale African Startup Conférence que nous vous proposons avec les équipes de Radio Alichin 3 en direct du CIC Abdelatif Al-Had. Je suis Reda Benassel derrière son fidèle micro pour vous servir et pendant une heure de temps, nous allons nous intéresser à cette 4e édition qui a commencé hier et qui réunit des politiques, des organisations internationales, des entrepreneurs, des business angels et surtout des game changers, des leaders technologiques venus d'Afrique et d'ailleurs. Le Rwanda et son expertise sont à l'honneur et une conférence au sommet devrait rassembler plus de 40 ministres africains afin de débattre des meilleures politiques publiques qui favoriseraient, on l'espère en tout cas, l'émergence de champions continentaux. C'est l'objectif, le slogan de l'event. Pour en parler, nous avons une longue liste d'invités. Je peux vous citer pêle-mêle M. Khaled Basta, qui va nous parler de son groupement de start-up LASEC. Il sera accompagné de M. Wissam Sabar Sharif de B-Digital. On aura aussi le plaisir de recevoir M. Hafid Boujemni, exposant VIP. On aura aussi avec nous 2 start-up du Cameroun, en l'occurrence Anora et Provine. M. Mahdi Gaham, chargé d'études au ministère de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, sera aussi des nôtres. M. Hakim Belkadi, l'éminence grise, la référence en matière de formation en Algérie, fera aussi partie du casting de l'émission. Et enfin, et non des moindres, on aura le plaisir d'avoir avec nous M. Damo Ahmed pour nous parler du Habba Institut, pour m'accompagner justement dans cette périlleuse tâche. Mais 2 chroniqueurs, en l'occurrence Hatem Husseini. Hatem, bonjour. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à nos invités du Cameroun. Et Karim Mbarak nous rejoindra en 2e partie d'émission. On commence justement par nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Abdulaziz de la start-up Anora. Il est accompagné de David Kenfak de la start-up Provine et ils nous viennent tous 2 du Cameroun. Bonjour messieurs. Bonjour et merci de nous avoir sur votre plateau. Avec grand plaisir. On va commencer par toi Abdelaziz, on se tutoie, on se connaît un peu. Raconte-moi la genèse de la start-up Anora. Je sais que tu t'intéresses à la e-santé, mais pas que. Donc à la base, c'est un projet qui se tire de l'université, donc qui commence à l'école. Et puis, nous sommes en première année université. On se retrouve avec 2 de nos camarades qui perdent leur maman. Et puis, ils perdent leur maman de suite de cancer du sein. Et là, on est tellement touché qu'on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et de là, on se rend compte que dans les 2 cas, c'était une situation de dépistage tardif. C'est-à-dire, elles sont allées à l'hôpital, mais la maladie était déjà avancée. Et puis, il n'y avait plus rien à faire, il fallait juste attendre le moment fatidique. De là, donc, on se lance dans un cours qui s'appelle Computing in Society. Et dans ce cours-là, on a... Toi-même, tu viens d'un domaine technique. Hein. Tu avais déjà des appétences pour ça. Je suis moi-même ingénieur informaticien en génie informatique industriel. Donc, de ce côté-là, on se lance. Donc, on décide de poser une problématique sociétale et d'y répondre par une solution IT, une solution de technologie. Et de là, donc, on prend le cas du cancer du sein qui était récent et on se dit... On va commencer par sensibiliser les gens au cancer du sein via les plateformes numériques. Alors, ce que tu viens de décrire, c'est la définition même de la start-up. C'est-à-dire, un besoin existe, on y répond. Exactement. Et c'est comme ça donc qu'on se lance. On crée une association d'abord qui s'appelle Anora toujours. Et avec Anora, on lance une application qui s'appelle Pink Alert. Et cette application-là avait pour utilité... En référence à l'Octobre Rose. Effectivement. Voilà. Et cette application-là avait pour objectif de sensibiliser sur le cancer du sang, de permettre aux femmes d'avoir des informations, de poser des questions et tout. D'ailleurs, ta chemise est rose et je suis sûr que c'est fait exprès. Effectivement, merci d'avoir remarqué. Et donc, c'est de là qu'on se lance. Et puis, on fait des descentes aussi avec l'association. On rencontre des associations de femmes. Et puis, on se rend compte d'une chose. Le problème, ce n'est pas la sensibilisation, ce n'est pas que les femmes ne connaissent pas le cancer du sein, c'est l'accessibilité au dépistage. Et puis on pousse la recherche, on consulte des journaux scientifiques, des revues scientifiques, et on tombe sur une revue du Journal africain de l'imagerie médicale qui nous dit qu'au Cameroun, à peu près les capacités mammographiques, c'est-à-dire la mammographie qui est la technique par essence pour le dépistage du cancer du sein, ne couvre que 20% des besoins. Les besoins de la population. Oui. Donc, 80% des femmes n'ont pas accès à ce dépistage-là. Et on va plus loin. Mais pardon, le problème, c'est le manque de couverture sanitaire, le manque d'équipement. C'est déjà d'abord le manque d'équipement. Bien comprendre le contexte régional. Donc, quand on commence d'abord par l'équipement, comme vous l'avez dit, l'équipement ne couvre que 20% des besoins. Donc, 80% des besoins sont laissés comme ça. Et ensuite, il y a le coût.
Le coût au Cameroun, par exemple, le SMIC est à environ 45 000 francs et un dépistage coûte entre 35 et 40 000 francs dans les hôpitaux subventionnés par l'État. Quand l'OMS recommande à une femme de faire 3 dépistages par an, ce n'est pas évident. Donc, C'est en déconnexion totale avec le réel. complètement. Et ensuite, on va au Comité national de lutte contre le cancer et on se rend compte que 75 à 80% des femmes décèdent du cancer du sein parce qu'elles sont dépistées de manière tardive. Et c'est de là qu'on commence à faire nos recherches et tout. Et c'est comme ça que naît Anora et puis le projet Intellibra. Et ça fonctionne comment, concrètement? Concrètement, c'est un dispositif en forme de brasière qu'on met sur la poitrine et qui se connecte à une tablette médicale. Donc, le dispositif est composé de 2 types de capteurs, des capteurs échographiques et des capteurs thermales. Et la tablette médicale, elle utilise un algorithme d'intelligence artificielle qui a été entraîné sur des données de femmes africaines pour avoir le niveau de précision maximal. La dernière étude du MIT que tu connais parle de taux d'une précision de 99%. C'est supérieur en fait aux médecins humains, j'allais dire. Effectivement, donc c'est cette objectivité-là qu'on vise. Mais le problème avec les études, par exemple, américaines, européennes, c'est qu'elles sont basées sur des femmes blanches. Et beaucoup ne savent pas que, par exemple, le cancer du sein développé par les femmes africaines et surtout les femmes noires est beaucoup plus agressif que le cancer du sang développé par les femmes européennes. Effectivement. Donc, de là, la nécessité donc d'avoir des données de femmes africaines pour pouvoir entraîner nos algorithmes. Très bien. On switch vers ton collègue et néanmoins ami qui va nous parler, lui, d'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu es tombé dans cette potion magique à la base? D'accord, merci d'abord déjà. Merci déjà pour l'invitation encore une fois de plus. C'était un honneur d'échanger avec vous. À la base, déjà, je suis chercheur en intelligence artificielle. Donc, tout a commencé quand j'ai eu le prix de meilleur chercheur camerounais en 2023, délivré par le ministère de la Recherche scientifique. Félicitations. Merci, merci. À l'époque, en fait, mes travaux étaient dirigés vers l'intelligence artificielle adaptée à l'éducation, contextualisée. Donc, j'avais fine-tuné un modèle open source d'intelligence artificielle. Open source, ça, c'est important. Exactement. Donc, du coup, pour l'adapter au contexte, parce que les étudiants africains se plaignaient que lorsque je vais apprendre le droit à Abidjan, par exemple, on me sort le droit de Paris, en fait, dans ChatGPT, les plateformes internationales, vous voyez. Donc, du coup, d'où la nécessité. Le fameux billet. Exactement. Donc, d'où la nécessité à l'époque de prendre nos modèles et de l'entraîner avec les données africaines qu'on avait récoltées auprès des enseignants qui venaient de partout en 2 ans. Donc, avec ça, en fait, j'ai gagné le prix de meilleur chercheur et également, nous avons bénéficié d'un article des Nations Unies en 2023 qui a vulgarisé ça aux yeux du monde entier. Donc là, c'est la première solution. Après, en fait, avec les IA qui génèrent les images, on s'était rendu compte que, voilà, lorsque vous demandez à une IA par défaut de générer une image de l'Afrique, d'une rue en Afrique, bah, c'était pas une image c'était pas une bonne aperçu en fait de l'Afrique. On générait toujours une image de la brousse ou d'un village et tout. C'est rempli et pétri de clichés. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent faire l'expérience. Posez la question à ChatGPT, une question par rapport à notre guerre de libération, par exemple, et vous allez être absolument effaré des résultats. C'est une vision néocolonialiste presque assumée, en fait. Exactement, en fait. Donc, du coup, c'était déjà la première alerte, en fait, que nous, on a eue il y a de cela 2 ans. C'est déjà, voilà, lorsqu'on demande à une IA, comme ce que vous venez de dire, et également, avec l'avènement également des IA qui font de la retouche d'image, beaucoup d'Africains se plaignaient que voilà, les traits de ressemblance ne sont pas gardés. Et surtout, en fait, les e-commerçants en Afrique, c'est vraiment vers eux qu'on s'est dirigé, vu que c'est eux, en fait, la grosse masse. Beaucoup d'Africains font de la vente en ligne, peut-être sur Facebook, beaucoup, Marketplace Facebook, sur Shopify, certains qui ont des moyens, ou en fait créent des boutiques en ligne, en fait. Mais on se rend compte que voilà, pas mal d'Africains n'ont pas du matériel de qualité déjà pour la photo. Donc, les téléphones de qualité, les iPhones dernier cri. Ça me permet de rebondir sur une anecdote dont j'ai appris l'existence il n'y a pas si longtemps. En fait, ce racisme sous-jacent de la chromatique des photos a été instauré par les Kodak et compagnie à partir des années 70. Wow. C'est-à-dire que leurs tablettes chromatiques sont faites pour faire ressortir la population blanche, qui soit super beau, qui soit embellie à l'image, et pour nous effacer complètement. C'est pour ça que dans les photos de cette période, les Africains que nous ne sommes que de vagues silhouettes dans le lointain, voilà, qui se confondent avec le paysage. Exactement, en fait. C'est exactement ce genre de problème-là, en fait. Donc, du coup, avec cela, c'est tout cela qu'on a essayé de réunir. On s'est dit, bon, voilà,
Il y a de la main-d'œuvre, il y a de la main-d'œuvre qui est là. C'est vrai, je suis chercheur, je touche du doigt les solutions, je fais des solutions pour des clients occidentaux parfois. Pourquoi pas en fait essayer de pallier à cela? C'est-à-dire en proposant une plateforme qui, comme j'ai commencé déjà à fine-tuner un modèle pour l'éducation, pourquoi pas également faire pareil pour les images en fait? Donc, d'où on fait la nécessité depuis 2 ans, on a commencé à bosser sur un modèle d'image, mais qui met plus en valeur en fait l'Afrique en fait, c'est-à-dire que ce soit les rues africaines, que ce soit Qui les nous objets correspondent, africains, tout simplement, qui nous hein. correspondent en fait, que ce soit garder nos traits africains, c'est-à-dire noir, arabe, blanc en fait, africain. Donc du coup on a commencé à bosser dessus il y a cela 2 ans et avec plusieurs millions d'images africaines, on a pu fine-tuner un modèle et mettre sur pied en fait la plateforme Proving qui a été conçue. Mettre à profit notre démographie pour une fois. Exactement. Hatem, tu as plein de questions, j'en suis sûr. Tout à fait, parce que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Donc, c'est des projets très, très intéressants et très Et pragmatiques, hein, voilà. aussi pratiques. Donc, je commencerai par le projet dans le La healthcare. médical et tout, le health care. Moi, je dirais que le domaine médical est régi par des normes, donc par un certain nombre de règles très strictes et tout. Comment votre solution s'adapte et est interopérable avec les différents systèmes qu'on peut trouver dans un hôpital ou bien chez des médecins, etc. Des soucis de compatibilité potentielle. J'aime beaucoup votre question parce que ça touche un aspect qui nous a vraiment perturbés, surtout au niveau de l'intégration des autres systèmes. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, au Cameroun, on n'avait pas de système standardisé pour collecter les données de cancer. Donc, quand quelqu'un est dépisté d'un cancer, il n'y avait pas de méthode standard. C'est chaque hôpital qui crée son type. Qui travaillait un peu en autonomie. Voilà. Exactement. Donc, le premier pas qu'on a pris, c'est de créer une plateforme, un registre numérique de cancer du sein pour pouvoir donc harmoniser la collecte de données sur les diagnostics et les dépistages de cancer. Donc, c'est à partir de cette étape-là et progressivement, à chaque fois qu'on arrive dans un hôpital, on leur montre la plateforme, on leur montre les moyens de collecter les données pour que, à chaque fois qu'on avance, en complétant tous les hôpitaux, qu'on ait une méthode standard et harmonisée pour faciliter donc cette communication et cette transmission de données là, entre différents hôpitaux et le système. Et d'ailleurs, même, on intègre le système FIR qui est utilisé dans la majorité des hôpitaux dans le monde. Compatible FIR, c'est tout à fait, c'est-à-dire par rapport surtout au traitement des images et tout. On sait que l'IA consomme beaucoup de ressources. Donc, comment vous pensez à ce que votre solution puisse être généralisée? Quelles sont les capacités dont vous avez besoin et comment vous trouvez des solutions pour être une licorne peut-être demain africaine? Réponse super courte si possible. Merci. L'idée déjà pour nous, pour évoluer en fait, c'est vraiment de gagner des parts de marché, vous voyez. Donc, on a commencé par se déployer d'abord en Afrique de l'Ouest et avec les ressources qu'on a pu avoir, en fait, l'idée pour nous, c'est également de gagner des parts de marché en Algérie. C'est pourquoi je suis déjà en Algérie. J'ai eu plusieurs appels pour venir en Algérie. Je n'ai pas répondu parce que voilà, j'étais préoccupé à me déployer d'abord en Afrique de l'Ouest, vu qu'actuellement on a 3 branches en fait. On est basé au Cameroun, on a une branche aux États-Unis et on a une branche au Bénin en fait, pour couvrir l'Afrique de l'Ouest. Donc du coup, en fait, l'idée pour nous vraiment, c'est de monter en Algérie pour pouvoir couvrir le marché, parce qu'il y a tellement de e-commerçants ici en Algérie qui en ont besoin. Et on en a vu dans notre stand défiler tellement de e-commerçants là qui veulent des plateformes pour pouvoir rapidement faire des photos. Et avec cela, en fait, déjà, c'est d'attirer des investisseurs qui pourront miser sur nous pour déjà acquérir plus de serveurs en fait, vu que la technologie déjà on la maîtrise. Déjà la technologie déjà on la maîtrise, on peut autant fine-tuner le modèle, le réentraîner autant de fois que possible en fait. Et avec cela déjà on pourra toujours avoir une plateforme qui a du résultat, qui concurrencie en fait, qui défie la concurrence et se démarque en tout cas, parce que nous on met en avant également le prix qui est assez bas par rapport à la concurrence, ainsi que la qualité d'image générée, qui est en HD en fait, en haute définition par défaut, contrairement à des images en fait qui sont parfois floues ou les traits ne sont pas gardés. Venez chez nous, nos images sont meilleures et ça vous coûte moins cher. Exactement, merci. Merci beaucoup David. Merci infiniment pour Tu vas laisser ta place à notre ami Hakim Belkadi qui va nous parler de formation, mais pas que. Et avec nous, donc dans l'émission, le grand, le merveilleux, l'extraordinaire Hafid Boudjemline. Hafid, bonsoir. Bonsoir. Alors, Merci. tu es VIP de cet événement et tu as une deuxième casquette, c'est que tu exposes aussi. Exact. Donc, Comment ça se passe? Voilà, petit bilan avant la fin. déjà, le fait de participer, notre participation, c'est une opportunité pour nous de découvrir ce qui se passe
le terrain exactement sur le marché, sur les startups, les nouveaux startups qui sont ici, les nouvelles sociétés qui sont en train de promouvoir leurs projets. Et en Alors, même ce temps- qui m'a marqué, moi, en venant ce matin, c'est vraiment la diversité des projets. Parce que les Exactement. années précédentes, c'était IT. Non, Là, ça va vraiment dans on a tous les du sens. e-commerce, de l'agritech, la formation, on a De la santé, de l'artisanat. santé, les nouveautés dans la billetterie du voyage, Absolument, oui. tout ce qui est e-commerce, transport, il y a beaucoup de nouveautés. Gaming. aussi. Gaming aussi. Et nous, notre présence est plus par rapport à promouvoir la formation en Afrique. On essaie d'exporter la compétence et les services algériens en Afrique, Inch'Allah. Et la formation, c'est le grand dada de notre ami Belkadi. C'est son cheval de bataille depuis pas mal d'années déjà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Petit bilan avant la fin. Comment est-ce que tu sens cette 4e édition de l'African Startup Conference? Bon, il est un peu prématuré de faire un bilan clair et distinct sur le déroulé de cet événement, mais les premières informations et ce que je commence à voir, c'est qu'il y a plus de startups qui sont là, présentes. Alors dans le différents- ministre des startups l'a déclaré sur nos ondes il y a Ouais. quelques jours. Il a dit, je cite, c'est le plus grand événement technologique du continent et je prévois entre 25 000 et 30 000 participants pour cette édition. Et on le C'est- constate. C'est ambitieux. Hein. Oui, c'est ambitieux, mais on remarque justement la foule qu'il y a dehors. Il y a beaucoup de startups exposants, notamment celle de notre ami Hafid et d'autres. Et on voit un engouement africain aussi sur cet événement-là. Et je pense qu'il va tenir son pari, Monsieur le ministre. Très bien. Non, juste une En fait- question. Il faut venir parce que donc on remercie les organisateurs, mais il faut venir découvrir. Il y a des ateliers chaque moment, chaque heure. Il y a de Absolument. nouveaux ateliers où votre présence sera bénéfique pour le D'ailleurs, reste. ça pose une problématique pour nous autres journalistes parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Donc Exactement, voilà. oui, c'est trop. Hatem Houssini, ils sont à toi. Justement, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'intégration de l'IA dans la formation, puisque vous êtes tous les deux un petit peu dans le domaine. Donc tout ce qui est EduTech. Est-ce qu'on a vu beaucoup de choses intéressantes ici dans ce salon concernant donc l'IA et l'éducation, l'IA et la formation? Donc si vous pouvez nous... Allez, Hakim. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de visiter l'ensemble des stands, clairement. Mais si je peux répondre à votre question concernant l'IA sur l'éducation, en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, il y a des startups qui font ça. C'est-à-dire intégrer l'IA, automatiser un certain nombre de données de formation pour les apprenants. Aujourd'hui, par exemple, il y a une entreprise qui fait de l'IA pour l'induction des personnes dans une entreprise. C'est-à-dire intégrer à l'ERP, on peut justement avoir l'ensemble des données de l'entreprise et créer Un tableau de bord. voilà, mais des process d'induction pour les nouveaux arrivés au niveau de l'entreprise avec l'organigramme, on présente Donc une l'entreprise, intégration plus fluide. une plus simple. intégration plus fluide, etc. Il y a d'autres aussi initiatives, c'est qu'on apporte, grâce à l'IA, ça va être un support aussi aux formateurs. Oui. Il y a quelque temps, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait nos PowerPoint pour faire les formations pendant 15-20 jours et bien sûr, ça donne énormément de travail. Aujourd'hui, grâce à l'IA, c'est qu'on peut justement, le travail qu'on faisait en 15 jours, on peut le faire en une journée. Parce que l'IA, si on la programme bien, on donne le bon prompt, etc., on peut avoir des données probantes pour justement dispenser la formation On gagne de correctement. plus en plus en efficacité. En efficacité, effectivement. Voilà, et en personnalisation. En Parce que personnalisation. c'est ça, je pense. Pour ma part, Hafid je Boujemli. ne suis pas un professionnel de la formation. Je crée un événement autour de la formation. Ah, si, tu es quand Ce même que- l'éminence grise du tout premier Oui, événement quand qui même, est il y dédié a à des- ça. Ah, voilà. Bon, il y a des professionnels. Il qui est sont modeste. plus- La modestie légendaire de Hafid Boujemli. Donc, déjà là, il y a une start-up qui fait de la formation dans l'IA pour les enfants. Donc, la formation, il faut venir la découvrir. Il forme des jeunes pour la conception des cartes électroniques pour intégrer, pour interagir directement avec de l'IA. Mais je connais beaucoup de centres de formation qui sont en train de former
pour tout ce qui est digital, IA, LLM. Non, je pense qu'on se met à jour et ça bouge. Non, je peux dire aujourd'hui qu'on a vraiment pris l'élan dans ce domaine-là. Hakim, j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer sur ça. J'aimerais que tu me parles justement de l'apport de la formation, que ce soit hard ou soft skills, pour justement la scalabilité des startups. Tu parlais la dernière fois d'impératif de survie, carrément. C'est un impératif de survie, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a pas de start-up sans formation. Il faut être clair parce que... Et que c'est trop concurrentiel pour se permettre de le faire en dilettante. En dilettante, non. On ne peut pas se permettre. Aujourd'hui, il y a tellement d'innovation et tellement de création, disons, de start-up à travers le monde. Il faut savoir qu'on est en compétition avec le monde. Donc l'Afrique n'est pas seule. Cette conférence le prouve. Hein. Ouais. Donc l'Afrique n'est pas seule dans le monde. Donc tout le monde a des idées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une idée et l'aboutissement de l'idée vers une start-up qui devient, disons, une licorne. C'est tout l'accompagnement justement de ces start-upers. Et l'accompagnement se passe sur différentes thématiques, notamment les finances, la commercialisation, le marketing et d'autres thématiques. Pour ne pas reproduire, on se souvient tous de l'Ansège par exemple, Exactement. où beaucoup de jeunes entrepreneurs s'étaient lancés un peu sans avoir la moindre notion de comptabilité, de management, avec le résultat qu'on connaît. Et ça souligne l'importance des incubateurs qui doivent justement opter pour ce genre de process. Et ça doit être un process, on ne recrée pas la roue, hein, ça existe ailleurs et on peut l'appliquer. C'est qu'aujourd'hui, la formation doit être intégrée automatiquement justement au niveau des incubateurs. On ne peut pas créer une start-up performante sans formation, sans accompagnement probant. Moi, je dis juste que j'ai toujours dit que la formation, l'intelligence collective, c'est la clé de notre réussite et de notre transformation. Heureusement qu'on s'est mis à temps et on voit le résultat aujourd'hui. C'est la 4e édition à AAC où nos jeunes qui étaient des jeunes auto-entrepreneurs, donc là, ils maîtrisent leur société, ils parlent de scalabilité, ils parlent de skills, ils parlent de transformation. Je pense qu'on a pris le bon chemin. Et je rajouterai une chose, c'est que ce créneau de formation, il n'a pas de région géographique. Hein. Exactement. Ça pense global. Il n'y a pas de limite. Ça peut toucher tout le continent comme ça peut être mondial. Très bien. Je vous pose une question à tous les deux par rapport à la fameuse déclaration d'Alger qui avait été promulguée pour la toute première édition, on s'en souvient, qui avait réuni des ministres de l'ensemble du continent. C'est une déclaration qui a été adoptée par l'Union africaine en 2023. Et on espère des amendements, des modifications à l'issue de cette 4e édition. Qu'est-ce que vous espérez tous les deux à titre individuel? Quelles seraient les pistes d'amélioration potentielles? Allez, Hafid. Je pense que le premier pas a été déjà fait. Le fait de voir aujourd'hui toute l'Afrique ici en Algérie en train de promouvoir un événement, il y a unis entre eux. Alors, 40 délégations ministérielles, 200 exposants, 300 experts et plus de 200 investisseurs potentiels dont tu fais partie. Exactement, et dans tous les domaines, telco, télécom, formation, digitalisation, voyage, tous les secteurs je pense, sont en train de travailler entre eux pour arriver à des objectifs que normalement ils seront trop proches à atteindre, Inch'Allah. Hakim. En fait, aujourd'hui, on constate bien que l'Algérie se positionne en tant que hub, justement, et une locomotive africaine dans le développement des startups. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui assistent à cet événement, je pense que le pari est tenu. Au-delà de ça, on a vu la déclaration du ministre concernant aussi le financement, donc un financement africain des startups. Et ça, c'est aussi un geste fort vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, il faut avoir justement ce mindset africain et dire aujourd'hui qu'on a le potentiel, le savoir-faire. On a les connaissances nécessaires justement pour faire émerger des entreprises africaines, des futures licornes qui vont briller à travers le monde. Comment?
Comment? Alors justement, c'est tout un process. On a parlé tout à l'heure de formation, c'est tout l'accompagnement qu'on doit avoir. Donc il faut monter une intelligence justement collective, comme l'a dit Hafid. Panafricaine. Panafricaine justement sur cet aspect-là. Aussi tout l'aspect financement. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le financement reste... le financement reste le nerf de la guerre. Et je pense qu'intégrer les entreprises privées dans cet élan et effort est très important. Les sensibiliser, mais il faut aller au-delà de ça. C'est les accompagner en leur expliquant que aujourd'hui, c'est une question de survie de notre continent et éventuellement aussi notre pays, dans le sens où si on n'innove pas, on ne crée pas de nouvelles entreprises performantes, avec l'avènement des nouvelles technologies, l'IA, etc., c'est primordial aujourd'hui. C'est comme le requin, hein, s'il arrête de nager, il coule et il meurt. C'est exactement ça. C'est exactement Déjà, ça. Hafid. Une dernière chose, le fait de voir ici des startups à 50 millions de dollars de levée de fonds. Ah oui, je non, pense il y a qu'on eu quelques beaux succès, c'est- effectivement. Exactement, qui sont là, présents. Il faut juste y croire, c'est tout. Hein. Je pense qu'on y est déjà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Vous cédez votre place, justement, à un groupement de start-up qui va être représenté par monsieur Khaled Basta, qui va me rejoindre tout de suite. Il est accompagné de monsieur Wissem Saber Sherif pour nous parler de B-Digital, et évidemment de notre chroniqueur Karim Mbarak. Marhaba bikoum, messieurs. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Allez, Khaled, raconte-moi l'histoire, la très belle histoire, hein, pour l'instant, de la SEC. Comment est-ce que c'est né, cette espèce de coopérative de start-up, cette espèce de gang des start-up? Une fois réunis avec plusieurs startups, on s'est mis d'accord pour lancer un groupement qui fédère tout un écosystème pour fédérer les startups et tout. Alors, on s'est décidé de lancer un groupement et l'idée s'est lancée il y a à peine 4 à 5 mois. Et les gens ont joué le jeu tout de suite? Parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est souvent une aventure solitaire, c'est son propre bébé, c'est son propre rêve. Donc voilà, l'idée de se mettre ensemble, c'est pas forcément Ouais. instinctif. Au départ, on était 16 startups. Après 12, après là, Avec 9 membres fondateurs. maintenant il y a 9 membres fondateurs. C'était pas facile au départ, c'était parce que c'est tout le monde qui n'a pas le temps, c'est tout le monde qui est occupé, c'est tout le monde qui a C'est exactement ce que je disais, voilà. Qui vit sa vie. Voilà, qui vit sa vie. Et c'était difficile de trouver les bonnes personnes qui veulent adhérer Avec la bonne énergie. Voilà, avec la bonne énergie et le même mindset. Et voilà, maintenant, ça fait plus de 4 mois qu'on travaille sur le sujet. Vous êtes combien maintenant? Alors, on est Presque 100, me semble-t-il. Voilà, presque déjà aujourd'hui, il y a beaucoup d'adhérents qui ont aimé l'initiative. Il y a beaucoup d'amis et tout. Alors pour en avoir interviewé certains avant le direct, avant l'émission, il y a de tout, hein. Il y a de l'intelligence artificielle, de l'artisanat, il y a de la logistique, ça part vraiment dans tous les sens. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu et on encourage tout ce qui est innovation locale et tout ce qui est produit local parce qu'on a des compétences ici et sincèrement, on veut les mettre en lumière. Très bien. Hatem. C'est une idée très très intéressante. Je suis sûr que ça va apporter beaucoup de choses pour ce mouvement de start-up. J'aimerais bien, juste pour l'auditeur aussi, de savoir quelles sont les missions prioritaires de cette association en termes de... Je sais que la formation, c'est sûr que c'est un élément, mais y a-t-il d'autres éléments, par exemple le partage en commun des ressources, Être etc. force de proposition en direction des pouvoirs publics. Alors l'idée a commencé par le partage. C'est que nous, on a fait notre parcours, on a fait nos startups, on fait du chiffre d'affaires, on a beaucoup de contrats, on a beaucoup de projets. Ça comme ça. Allah yasselmek, merci. Et on veut les partager avec d'autres startups qui voient flou. Alors, donc c'est à différents niveaux de croissance et de maturité. Voilà. C'est la connaissance. Voilà. Partager la connaissance. C'est pas que la connaissance, c'est la connaissance, c'est les contacts, c'est les... Il a des chiffres d'affaires. Ouais. On fait du chiffre, donc il partage aussi le chiffre. Alors, on pourrait bien travailler avec eux. Sincèrement, on pourrait travailler. Il y a beaucoup de synergie. Déjà, ça a commencé entre nous, entre les 9 startups. Déjà, on a commencé à travailler entre nous, de réaliser des projets entre nous. Et ça vient tout seul. Sincèrement, si on fait le partage, on peut travailler entre nous
Et après, on peut attaquer plusieurs marchés, 2 grands marchés. Pourquoi pas les marchés africains? Parce que le marché africain, de préférence, c'est d'attaquer le marché africain en groupe. Donc, vous fonctionnez comme une filière, en quelque sorte. C'est-à-dire, Voilà, il y a une filière start-up. Il y a plusieurs secteurs. Je vous donne un exemple. C'est chacun a une file. Il est dans son secteur, par exemple, dans l'e-commerce. On a une personne qui prend en charge l'e-commerce. On a la robotique, on a tout ce qui est industrie, tout ce qui est transport et tout. C'est chaque personne a son secteur bien précis. Et vous répondez en groupement par rapport à des besoins. Voilà, c'est que... C'est du communisme capitaliste. Ouais. Voilà, il fallait l'inventer. Et Khaled, pardon. Oui, vas-y, Khaled. Avez-vous pensé profiter de l'occasion, puisque à la African Startup Conference, essayer de, je ne sais pas si c'est possible, de faire un groupement africain. Pourquoi ne pas impliquer d'autres startups qui sont déjà présentes ici et travailler entre Africains et ouvrir un petit peu de... La SEC panafricaine, ça laisse Très bonne rêveur. idée, c'est une très bonne idée. Je donne beaucoup d'idées, pas de souci. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit, c'est gratuit. Et on a le plaisir d'avoir avec nous l'une de ces startups, en l'occurrence Wissam Sabar Sherif de B Digital. Voilà. Merci Reda pour l'invitation. Avec grand plaisir. Petit rappel pour nos auditeurs, que fait ta startup? Alors, B-Digital a créé l'une des toutes premières cartes de visite NFC en Algérie, et donc forcément en Afrique Alors, aussi. l'NFC, traduction? Alors, NFC, c'est ce qu'on appelle le Near Field Communication, ou la communication de courte distance. Donc, on approche une carte de visite qui peut être en plastique, en bois ou en métal du téléphone, et ça va renvoyer vers une carte de visite digitale qui sera directement, une fois qu'on a appuyé bien sûr, enregistrée dans le téléphone de mon interlocuteur. Et mon interlocuteur va pouvoir aussi me laisser ses coordonnées. Et nous derrière, on a des applicatifs qui permettent de gérer tous ces contacts et de les classer en style de Qui contact. évitera de se trimballer 30 cartes de visite et qu'on Absolument. perd toujours, Absolument. qui disparaissent un peu toujours mystérieusement. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rejoindre ce collectif? Alors, c'était une évidence pour moi, parce que c'était les 9 membres qui sont compositeurs aujourd'hui du groupe, sont tous des startups labellisées, et puis on s'est tous En rencontrés. Algérie, c'est un peu un passage obligatoire. Absolument. Et puis on s'est tous rencontrés sur le terrain. Khaled, moi je l'ai rencontré sur un stand BK Fire avec son robot, etc. Et c'était des gens qui sont d'abord bosseurs, qui sont dans l'opérationnel, mais qui ont Passionnés. aussi, voilà, passionnés, qui ont une vision aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à même pas réfléchir. Khaled, tu t'en rappelles, on s'est directement lancé. Et pour nous, c'est un partage d'expérience, comme disait Khaled, c'est de la fédération aussi. On va essayer de détailler quelques-uns des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Le feedback qui est revenu le plus souvent depuis ce matin, c'est les fameuses barrières douanières pour les startups qui ont envie un peu de proposer leurs services au reste du continent. Quelle serait la solution? Allez, Wissam. Alors, je vais te parler des deux côtés de la barrière, donc côté import et côté export. Donc, il faut savoir que les cartes de visite NFC qui sont là aujourd'hui sont importées. On ne peut pas encore les produire en Algérie parce qu'on ne sait pas produire les puces NFC, c'est des micro-composants qu'on doit produire. Pour l'importation, les règles sont claires, sauf qu'une fois qu'on arrive à l'administration elle-même, les règles deviennent très vite floues pour tout le monde. Parce que personne n'a envie de prendre de responsabilité, personne n'a envie de signer de documents, de peur d'engager sa C'est-à-dire responsabilité. que tout est limpide en haut lieu, Voilà. la loi est cristalline, Voilà. mais au niveau de l'agent de douane, au niveau d'un tel, de Exactement. telle administration, ça bloque. Ça peut bloquer. Maintenant, au niveau exportation, c'est plus simple d'exporter le service, mais là où on va être ralenti, je dis bien ralenti, c'est au niveau des transactions bancaires qu'il peut y avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour exporter un service, dans mon cas, il faut en importer un. Donc je suis extrêmement ralenti sur toute ma chaîne de valeur, depuis l'importation jusqu'à la mise en place et l'exportation du service. Hatem. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas différencier les différents axes d'intervention pour trouver des solutions ponctuelles? C'est-à-dire, est-ce que des solutions ponctuelles peuvent être envisagées? Je vous donne un exemple. Quand vous parlez du software et tout, le problème des licences, c'est un problème. Donc, est-ce que la meilleure approche serait d'aller ponctuellement, point par point, et essayer de... Alors, aujourd'hui, pour répondre à la question, on est sur du phygital. Donc, c'est du physique et du digital en même temps. À la limite, on peut certes exporter nos services software, donc ça peut aller vite, mais encore une fois, les paiements, domiciliation et tout ça, ça nous prend du temps. Il faut comprendre qu'une start-up, c'est supposé être une croissance exponentielle.
Ce qui bloque la croissance exponentielle, c'est l'administration et l'administration, tout simplement. Donc on a une administration, Il faut que ça aille vite et fort. voilà, douanière. Sinon, on est rapidement obsolète. Exactement. Et on a une administration bancaire. Donc c'est les deux administrations qui vont nous ralentir le plus pour arriver à cette distinction. Karim, Moi, la question pour Khaled, c'est-à-dire, qu'en est-il du fameux robot que vous avez créé, conçu et fabriqué? Est-ce Pour que lequel je vous t'avais arrivez reçu il y a à quelques années vendre, déjà. vous arrivez à pénétrer le marché national? Disons, commençons par le marché national. Malheureusement, non, pas encore. C'est qu'on a fabriqué le robot, on l'a fabriqué. alors petit rappel pour nos auditeurs. Il faisait quoi ce robot justement? Quel était son but? Alors c'est un robot pompier. On peut remplacer, on peut pas remplacer, c'est qu'il peut aider les sapeurs-pompiers dans des endroits difficiles, confinés, où il y a le temps d'intervention qui dépasse les 6 heures, 7 heures. C'est qu'on envoie le robot avec, il y a un Des canon. produits chimiques, Voilà, des produits températures chimiques, très élevées. Voilà. voilà. C'est que les tunnels, les parkings et tout, on envoie directement le robot. Il peut éteindre les incendies à une distance de 80 mètres en horizontal et 45 mètres en vertical. Pour le moment, on n'a pas encore vendu. C'est que, sincèrement, c'est qu'on n'a même pas fait des offres ici en local, mais on l'a fait à l'international. Et On a fait des offres, mais pas encore. Après, on a eu le. Il y a un très bon point que je voudrais intervenir, c'est que le problème des certifications aussi. C'est qu'on a très grand problème. Moi, je fabrique beaucoup dans la partie anti-incendie. C'est que j'étais obligé de fabriquer un robinet d'incendie armé. Je l'ai certifié en Europe pour le vendre en Algérie. C'est pas normal. Donc il faudrait créer des instances locales de certification. Il faut créer un laboratoire de certification, travailler sur la norme algérienne, la NA, on ne travaille pas sur autre norme européenne ou française ou qui suit, voilà. Je voudrais bien travailler sur la norme algérienne parce qu'on est algérien, on travaille en Algérie, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes personnes et tout. Troisième chose, c'est qu'on doit travailler sur la partie, comment ça s'appelle, les contrats, les marchés. Parce que, sincèrement, pas loin de ce matin, il y a une start-up qui travaille dans le oil and gas. Il m'a dit, voilà pourquoi nous, la loi, elle existe. On nous dit tant qu'on est une start-up, il n'y a pas le montant qui bloque, le truc de garantie. Mais là, quand c'est sur le terrain, ils leur disent, voilà, non, on ne sait pas, il n'y a La pas même de loi. problématique soulevée par notre ami. Sincèrement, c'est un problème parce que là, une start-up, quand elle commence, c'est pas là, le gars lui dit voilà, on voudrait un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars sur une seule spécialité. Karim, tu avais une question? oui, c'est toujours avec Monsieur Khaled. C'est que moi, je suis étonné parce que je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des présentations aux pompiers, à leur direction générale séances de pitch. Parce que c'est un robot. Moi, personnellement, j'ai assisté une fois à un D'utilité feu publique. et c'est très dangereux. C'est-à-dire un robot qui assiste le pompier à préserver sa vie déjà en premier et ensuite parce qu'il ne peut pas sauver s'il n'est pas lui-même sauvé. Donc tout ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, on a fait les tests, sincèrement, des tests réels, on a fait des tests. Et maintenant, avec le groupement, normalement, vous aurez c'est-à-dire un peu plus poste de poids un peu plus de Voilà, poids voilà. On pourra avoir plus de poids, on pourra travailler sur les normes, on pourra travailler sur les lois aussi, on pourra proposer des lois, on pourra changer des lois. Et c'est ça, ça va être notre force. Et je pense que Hatem Houssini. pour le secteur des startups, il nous faut des laboratoires, comme vous l'avez dit, mais il faut aussi une entité qui parle de toutes ces lois dont on a besoin et surtout des référentiels, etc. Et je dirais que les startups utilisent beaucoup les données. Et la question des données personnelles, la question des données sensibles et tout ça, il faut que ça soit résolu pour ne pas être un blocage. Et j'aimerais bien avoir votre avis, parce que vous utilisez des données dans vos solutions. Hein. On fait des cartes de visite NFC, donc Voilà. on récupère des données. Personnelles. Alors, elles sont personnelles, mais personnelles publiques. Donc, ce n'est pas des données personnelles qui sont sensibles. C'est des données parce qu'il y a plusieurs catégories, encore une Ça fois. reste personnel. Mais ça reste personnel, exactement. Donc, il faut comprendre que le groupement est là aussi pour aider et simplifier ces règles-là. L'idée, c'est d'expliquer aux gens qu'on a des standards à respecter, des standards qui vont être des standards algériens, mais qui seront en normes internationales. Mais c'est un standard algérien. Il ne faut pas se dire « Ah, là, il encore une nouvelle loi pour nous bloquer ». Non, non. C'est pour protéger le consommateur, pour protéger la donnée du consommateur. Khaled. Il n'y a pas que ça, c'est que la norme, ils ont créé une norme pour deux choses. Première chose, c'est que pour régulariser le marché. Deuxième chose, c'est protéger le marché.
Parce qu'on pourra faire des normes pour protéger notre marché algérien. Ah oui. C'est pour ça, parce qu'il y a les normes, sincèrement, il y a quelques normes. C'est-à-dire une espèce de préférence nationale? Bien sûr, bien sûr, C'est sûr. bien sûr. Parce que là, si on veut vendre en Europe ou n'importe quel pays, on pourra. Parce qu'on doit avoir la certification de ce pays-là, on doit payer. Très bien. On va parler de l'événement lui-même. C'est déjà le deuxième jour. Constat, bilan. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sincèrement, on a eu de bons retours. C'est la deuxième journée. Hier, on a reçu une délégation sénégalaise qui, peut-être qu'on va faire des échanges entre eux pour envoyer ou recevoir des startups. Et l'idée, c'est d'avoir une startup unie qui peut ouvrir dans tous les pays africains. Voilà. Wissam? Beaucoup de visites. Donc sur un événement, on a eu alors une délégation certes africaine, on a été également agréablement surpris par une délégation japonaise également avec l'ambassadeur Japon qui s'est déplacé effectivement. Beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement pour l'événement et notamment pour ASEC et les startups fondatrices. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt mission pour nous de ramener un maximum d'adhérents pendant l'événement et on vise aujourd'hui 200 adhérents d'ici demain, fin de journée, Inch'Allah. On vous le souhaite, merci beaucoup. On a le plaisir d'avoir avec nous, il vient de nous rejoindre à l'instant, une légende voilà, du petit monde de l'IT DZ. Il s'agit de M. Mehdi Gaham, il est chargé d'études au ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Il est accompagné de M. Ahmed Damou du Habba Institute. Il va nous parler, lui, d'accélération. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Radio AG Chain 3. Même question que vos prédécesseurs. Que pensez-vous de l'événement? Comme ça, à chaud. Allez, Mehdi. Alors, je pense que c'est encore une réussite. Sa 4e édition, l'African Startup Conference avait commencé, ça fait quand même 4 ans. Ça devient aujourd'hui un des rendez-vous les plus importants du système écosystème startup africain. D'après le ministre, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous, effectivement, parce qu'on ne connaît pas autant de cohésion en fait entre l'aspect politique, l'aspect start-up, l'aspect R&D. Il y a des différents experts, il y a des incubateurs, il y a beaucoup de panels aussi qui sont en train aujourd'hui de discuter quel serait l'avenir de cet écosystème. La grosse question qui se pose cette année, et ça a été un peu la thématique de l'African Startup Conference 2025, c'est Rising African Champions. C'est comment aujourd'hui montrer les bons exemples de champions africains, comment faire une cohésion entre l'écosystème africain, comment développer une nouvelle pépite africaine sur le continent. Voilà, l'African Startup Conference aujourd'hui est un rendez-vous incontournable, c'est une totale réussite et il nous permet aujourd'hui d'avoir une place, l'Algérie, d'avoir une place dans cet écosystème africain, de pouvoir positionner 6 startups, de pouvoir accueillir ces startups africaines et de pouvoir créer cette dynamique africaine dans le sens du développement d'un écosystème start-up africain dynamique et très riche aussi. Alors, ce qui est intéressant, Mehdi, c'est la diversité des side events dans cet événement. Je pense à la rencontre investisseur JPLP, le sommet ministre champion, le focal sur l'agritech, la rencontre avec la diaspora. On sent cette volonté de brasser large, j'allais dire. Exactement, on est en plein dans une phase très très importante de construction d'un écosystème africain. Il y a une dynamique africaine certaine, l'Algérie en fait partie. L'Algérie est quand même un membre important en Afrique par rapport à cette dynamique-là. Et on essaie d'étudier un peu ces différentes questions qui peuvent aider à créer un écosystème solide par ces financements. Comment inviter les GPLP, comment créer des champions. Aujourd'hui, l'Afrique, bien que très très riche, l'Afrique ayant une jeunesse très grande jeunesse avec beaucoup de technicité, n'a que 6-7 licornes en Afrique, malheureusement. Et on n'a pas beaucoup de licornes dans le sens technologique. On est obligé d'aller un peu plus en avant, de focaliser les investissements, d'appeler des investisseurs, d'essayer de créer un écosystème autour de la technologie, des startups, pour un peu pousser à ce qu'il y ait ces startups et ces licornes africaines, pousser qu'il y ait... La licorne n'est pas en soi une métrique. La licorne, c'est la création de champions qui vont essayer de drainer d'autres acteurs de l'écosystème. L'effet locomotif. Voilà, un effet locomotif qui nous permettra d'avoir plus de possibilités, plus de jeunes qui vont s'investir dans ce sens-là. Et c'est à peu près le focus de cette Africa Startup Conference 2025, c'est avoir nos champions africains. Et les différents side events tournent autour de ça pour la plupart en tout cas. Très bien. Hatem Hussidi. Mehdi, justement, je voulais savoir, bon, cette conférence, elle donne le slogan d'une ouverture sur l'Afrique. Il y a un fonds qui est maintenant ouvert même à des startups de tout le continent. Oui, sur instruction du président de la République, effectivement.
Et donc, comment vous voyez pour nos incubateurs, on a avec nous M. Damou qui est sur De l'Institut Habba. De l'Institut Habba. Quelles sont les actions que peut votre ministère faire pour ces institutions pour qu'elles aient un business sur tout le continent? C'est-à-dire que demain, on peut voir des start-up africaines de tout le continent qui viennent s'incuber ici en Algérie, et vice-versa, soit à distance, etc. Donc, Merci en tout cas, M. Houssini, de rappeler un fait très très important politiquement. Monsieur le Président l'avait annoncé lors de la clôture de l'IATF. Ça a été annoncé par M. Wadah Nourdine, ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises. Il y a un fonds africain qui a été créé. Alors, ce fonds africain va accompagner certaines startups africaines pour développer leur modèle business en Afrique et ici en Algérie. C'est un fait très très important. Ça dénote de cette volonté politique de positionner l'Algérie aujourd'hui en tant que hub pour la start-up africaine. Et on en est quand même très très fiers. L'Afrique a besoin de l'initiative d'un pays comme le nôtre pour se positionner ainsi, de pouvoir développer cette dynamique africaine. Sur un autre volet, sur le plan national, comment que nos incubateurs, nos startups aussi, notre écosystème peut s'ouvrir sur l'Afrique. En même temps que ce sommet, il y a le sommet ministériel qui est en train d'étudier des projets de déclaration ministérielle qui, pour certaines d'entre elles, seront adoptés par l'Union africaine dans quelques temps. Pour amender en fait la déclaration d'Alger. Exactement. Mais aussi, il y a eu beaucoup de textes qui ont été carrément adoptés par l'Union africaine. Et par rapport à ce qui a été proposé cette année, qui est en train d'être adopté en ce moment par le comité, par la rencontre ministérielle, c'est la création d'un écosystème africain, surtout composé d'incubateurs. La question du soft landing est une question très très importante. Il y a carrément un document qui a été fait sur les meilleures pratiques, comment essayer de faire une certaine cohérence là-dessus. La question du soft landing par rapport aux incubateurs africains est très très importante. Ça veut dire que demain, il y aura un réseau d'incubateurs africains que nous espérons va être créé. On poussera vers cette dynamique-là. Et ce réseau d'incubateurs africains permettra à nos startups de pouvoir explorer de nouveaux marchés. Ça va vraiment faire un marché cohérent, ça va faire un marché intégré africain de start-up et d'incubateurs. Même question pour M. Ahmed Damou de l'Institut Habba. Comment essayer d'harmoniser toutes ces pratiques, toutes ces spécificités des différents pays et comment créer justement cette toile d'incubateur, j'allais dire, au niveau panafricain? Merci d'abord pour l'accueil, pour cette invitation. Avec plaisir. C'est effectivement l'occasion de peut-être parler d'abord de notre propre expérience. Nous existons depuis une dizaine d'années maintenant, donc nous sommes parmi les pionniers dans l'incubation et l'accélération de start-up. Et jusque-là, en fait, jusqu'au premier événement africain, donc on était un peu seul sur le marché et on se sentait un peu seul et un peu isolé. On parle du privé, évidemment. Il y avait la NPT qui... La NPT, voilà. J'ai eu le privilège de présider le conseil d'administration en 2010, pratiquement. Karim s'en souvient. Je connais parfaitement bien le dossier. Mais en tant que privé, en tant qu'effectivement initiative privée, c'était le tout premier pratiquement de cette taille. Et on avait envie de nous ouvrir naturellement sur l'extérieur et cet événement effectivement confirme cette volonté de s'ouvrir. En fait, au niveau de l'Institut, nous avons toujours été ouverts vers la diaspora essentiellement, puisque beaucoup de nos membres, soit cofondateurs, soit fondateurs, soit disons partenaires, sont de la diaspora essentiellement, parce que là actuellement nous avons des startups qui sont pratiquement issus du Moyen-Orient, de Doha, de Dubaï, de France, d'Angleterre, ce sont d'Allemagne, ce sont des Algériens qui sont déjà implantés ailleurs et qui aimeraient investir dans leur pays d'origine. Absolument, absolument. C'est un peu, nous fonctionnons avec ces... Alors, ce que je veux dire, c'est que cet événement nous apporte effectivement donc une occasion d'échanger nos expériences avec les pays africains qui, pour certains, ont une petite avance par rapport à l'Algérie. Je pense notamment au Nigeria, notamment. Donc, et l'échange est tout à fait... Le Rwanda, l'invité d'honneur de cette édition. Connu comme l'invité d'honneur cette année. L'échange est absolument fructueux et va nous apporter certainement, disons, beaucoup
pour nous-mêmes et pour le pays en question. Parce que eux-mêmes, j'ai discuté avec quelques-uns, ils sont absolument enchantés de découvrir autre chose que ce qu'ils connaissaient jusque-là. Très bien. Karim Bark. C'est une question pour M. Gam. Techniquement, pour l'échange c'est-à-dire de start-up entre incubateur et incubateur, comment que ça va se passer techniquement? C'est-à-dire, quand il y a une start-up qui vient, par exemple, du Sénégal, vient ici en Algérie s'installer, comment elle va être prise en charge, d'où elle va avoir son argent puisqu'elle va se lancer, comment ça va se passer Question techniquement? pragmatique, voilà, Comme sur le terrain. si je suis une start-up, ou je deviens une start-up un de ces jours, avant que je meure, je veux aller m'installer en Éthiopie ou n'importe quel pays. Qu'est-ce que j'ai à emmener avec moi, etc. Quel soutien je peux avoir C'est tout aussi. à fait pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre carrément, on est en train de dynamiser, de mettre en place ce network, cette cohérence africaine qui permettra d'intégrer tout un marché. Je vous dis, une des causes de nos réussites de start-up, c'est-à-dire que c'est la taille du marché. Une taille de marché de 30-40 millions d'habitants, parfois c'est pas très intéressant pour une start-up. C'est pour ça que, par exemple, on donnait l'exemple nigérien qui est très très bon. C'est la taille du marché qui fait que cette start-up, principalement ces licornes du fintech, ont pu obtenir quand même de très très bons résultats. On pourrait le mettre en place. On est en train d'essayer de le mettre en place. D'abord, tu comprends bien, c'est entre gouvernements, c'est un processus d'abord politique, sans être purement technique. Parce que sur le plan technique, c'est pas ça qui est vraiment problématique. Ça me dépasse, moi, tu vois. c'est technique. Je veux dire que voilà. Mais sur le plan politique, il y a toute une action qui est en train d'être faite. Alger vient de l'amorcer déjà depuis 2 ans, et on est en train d'essayer de travailler sur ça avec nos frères africains, les pays africains, pour essayer de mettre en place ce processus-là. Alors, techniquement, comment que ça pourrait se mettre en place? Ça va se faire au fur et à mesure, bien sûr. Veut dire qu'on aura des incubateurs points focaux, on aura des incubateurs de soft landing, on aura des incubateurs qui sont faits, en fait, le soft landing, ils sont faits pour accueillir des startups, une forme d'accélérateur, qui viennent d'autres pays qui veulent essayer d'élargir leur marché dans ce pays-là. Tout ça va se faire, mais il y a d'abord ce processus politique très très important, et on est fiers aujourd'hui de dire qu'Alger elle est à la pointe de ce processus-là qu'elle vient d'entamer lors de l'African Startup Il Conference. pourrait être, par exemple, une entreprise qui était start-up, une grande que je ne vais pas citer, elle avait fait un système d'implanter des comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, plus important, les gens qui sont dans, par exemple, un incubateur ici en Algérie, est formé et coaché par disons, des coachs étrangers qui maîtrisent leur domaine à distance. Et les gens qui sont dans cet incubateur profitent de cette formation, de ce coaching. C'est-à-dire que ça évite les déplacements de fonds, etc. Très bonne idée. C'est-à-dire qu'on connaît tous un peu ce pouvoir du digital, d'essayer de rapprocher les gens. On n'est pas obligé d'être physiquement là-bas. Mais au-delà de ça aussi, on est obligé de s'implanter. On est obligé de connaître son marché, même pour une start-up. Elle est obligée d'aller en Afrique, elle est obligée de trouver un incubateur qui l'accueille, de découvrir ce marché-là, de croiser les gens, d'avoir l'avis des clients, etc. Mais bon, je te dis oui, tout à fait, tu as raison. Le digital pourrait jouer un rôle très très important dans cette intégration, on va dire, virtuelle. Hatem Hassini. Monsieur Damou, justement, vous êtes un accélérateur. Alors, pour l'auditeur, quelle est la différence entre incubateur et accélérateur? Oui. Je peux un petit peu dire à l'auditeur que c'est un petit peu l'histoire d'investissement, etc. J'aimerais bien vous nous donner quelles sont les problématiques qui se posent maintenant sur les problématiques d'investissement. En moins de 3 minutes, c'est ce qu'il nous reste. En termes d'accélération, surtout. Hein. Merci pour la question. Effectivement, donc, nous avons démarré comme accélérateur, en fait. Hein, donc, en 2016, nous avons accueilli une vingtaine de startups déjà. Et le problème qui se posait déjà à l'époque, c'est le problème du financement. Il n'y avait pas ASF, il n'y avait quasiment aucun VC, aucun fonds d'investissement. Donc, pour les startups... Et les business angels ne jouaient pas le jeu. Il n'y a pratiquement pas grand-chose de ce côté-là. Et je profite un peu de la présence du représentant du ministère pour revenir sur cette question fondamentale.
Nous avons amené des startups jusqu'à un certain niveau de maturité et nous sommes heurtés au problème de financement d'une manière quasi systématique. Et malheureusement, pour certaines startups, on a dû leur permettre d'aller sous d'autres cieux pour pouvoir financer leur projet. C'est un crève-cœur, effectivement. Ça, c'est vraiment... Donc, quand on a fait ce qu'on a pu à notre niveau avec un financement local, mais c'était vraiment limité. C'est ce qui nous a amené, en fait, à réfléchir au sein de l'Institut Habba, à créer une structure qui pourrait financer les startups. Et là, c'est en bonne voie actuellement, parce qu'on a une nouvelle équipe qui s'installe, et probablement qu'on a besoin à ce moment-là de l'apport du ministère pour pouvoir... parce qu'il ne peut pas y avoir d'accélération, il ne peut pas y avoir de go-to-the-market sans financement conséquent. Sans engagement des pouvoirs publics. Pour le publics, site monnaie, pour le démarrage, on peut toujours se débrouiller, mais pour le financement de l'accélération au sens où on l'entend, il faut absolument des moyens financiers conséquents. Et c'est ce qu'il faudrait absolument développer chez nous. Et là, je pense que même le ministère tire les enseignements qu'il a depuis l'existence de l'ASF. Et je pense que vous êtes arrivé à la même conclusion. Là, il faut absolument penser à d'autres moyens. Enchaînement tout trouvé. Voilà. Mehdi, la conclusion est pour toi en 1 minute. Je pense aujourd'hui, on doit un peu essayer de fêter ça entre nous en tant qu'Algériens, dire que l'ASC est une réussite complète. L'ASC arrive à réunir nos acteurs africains, arrive à dynamiser tout un écosystème de start-up africaines. On est le lead d'une initiative africaine très très bonne, comme l'a dit M. le ministre lors de sa présentation de départ, son discours de départ. L'Afrique doit s'émanciper, l'Afrique doit créer son propre écosystème intégré de start-up, créer sa propre dynamique, régler ses problématiques de financement, régler ses problématiques d'amorçage, etc. Et tout ça est en train d'être fait aujourd'hui ici. L'action politique, l'action de réseautage, nos différentes start-up, il y a beaucoup de pays qui sont là aujourd'hui. Je pense que les prochaines étapes, ce sera d'aller au-delà de l'acte politique et aller vraiment vers des actions concrètes, techniques, on va dire, que Karim avait proposé pour essayer de dynamiser cet écosystème-là. Et nous y travaillons en ce moment même. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Radio Alger Chain 3. À vous, les studios.